Nous allons donc parler aujourd'hui de l'utilisation des antibiotiques en ophtalmologie vétérinaire. Vous verrez qu'il y a pas mal d'actualités qui se sont profilées ces derniers temps. Alors, tout d'abord, on va essayer de positionner un peu les problèmes par rapport à cette antibiothérapie en ophtalmo. Vous avez constaté que nous avons à disposition de très nombreuses molécules, à la fois en humaine et en vétérinaire. Donc il y a un choix à faire. Beaucoup de formes galéniques aussi, collyre, pommades, injectables, comprimés, etc. Différentes voies d'administration donc possibles. Le plan éco-antibio qui est arrivé il y a quelques mois, quelques années, et qui fait que cela modifie aussi nos pratiques. Et enfin, nous devons tenir compte des problèmes spécifiques de l'œil, qui est une structure fermée, très isolée, avec différents milieux intraoculaires dans lesquels doivent pénétrer les antibiotiques et qui rendent les choses un peu particulières. Voilà. Donc un choix raisonné s'impose et je vais essayer de vous éclaircir sur ce sujet. Voilà pour illustrer les différentes voies d'administration. Donc, vous connaissez bien les collyres, les pommades. L'injection sous-conjonctivale qui est très utile en antibiothérapie pour avoir une action locale, et les injectables et les comprimés. Le plan éco-antibio qui modifie donc nos pratiques avec la liste des antibiotiques critiques. Donc ce plan qui a été défini dans un décret du 19 mars 2016, qui est en vigueur depuis le 1er avril 2016, donc ça fait à peu près un an, et qui a défini une liste d'antibiotiques dits critiques qu'il faut donc connaître et avec une utilisation particulière. Donc il s'agit des céphalosporines de 3e génération, les céphalosporines de 4e génération et les quinolones, fluoroquinolones de 2e génération que l'on utilisait beaucoup en rofloxacine, marbofloxacine, orbifloxacine. Et enfin, la colistine qui n'était pas très employée de toute façon en ophtalmologie. Donc, dans ce plan éco-antibio, les grandes lignes, c'est donc cette définition d'antibiotiques critiques. Ils sont donc ces antibiotiques interdits à titre préventif. Donc, ça modifie par exemple nos usages par rapport à la chirurgie intraoculaire. Ils doivent être utilisés uniquement à titre curatif. Donc, uniquement si un examen clinique de l'animal a bien été fait, si le germe identifié est sensible à cet antibiotique critique, donc un antibiogramme est nécessaire. La durée maximale de prescription est de 1 mois. Au-delà d'1 mois, un examen clinique avant renouvellement doit être effectué. Et enfin, ils sont tout de même, la loi permet que ces antibiotiques soient utilisables en première intention sur une infection aiguë, donc si c'est une urgence, si vous n'avez pas d'autre choix d'antibiotiques. Et par contre, il faudra réajuster après le résultat de l'examen complémentaire, en général après quelques jours, après l'antibiogramme. Voilà pour les grandes lignes. Les objectifs de ce plan, il est double, quantitatif, c'est-à-dire que le but c'est de réduire de 25% l'usage des antibiotiques vétérinaires en 5 ans. D'autre part, de préserver les antibiotiques critiques pour la santé humaine, l'objectif étant bien sûr de limiter les résistances aux antibiotiques. Alors, quelles sont les particularités, donc les conséquences de ce plan éco-antibio sur l'usage des antibiotiques en ophtalmologie vétérinaire, ce qui nous intéresse donc aujourd'hui? Cela ne concerne que les antibiotiques donc critiques C3G, C4G, fluoroquinolone par voie générale. Donc ça, c'est un point très important. Car en ophtalmo, on utilise beaucoup d'antibiotiques par voie topique, mais ils ne sont absolument pas concernés par ce plan. C'est-à-dire que vous pouvez continuer à employer des quinolones, par exemple, on en a pas mal à disposition, en collyre ou en pommade. La législation n'a pas été faite du tout pour restreindre les voies topiques. Donc ça, c'est un point très important en ophtalmologie. Par contre, la loi concerne la voie générale, comme vous le savez, et donc ça aura des conséquences car on utilisait beaucoup ces antibiotiques, par exemple pour les infections intraoculaires, puisque ces antibiotiques pénétraient à l'intérieur de l'œil, ou pour les infections orbitaires ou palpébrales. D'autre part, ils étaient aussi employés pour les chirurgies intraoculaires, toujours parce que ces antibiotiques pénétraient bien à l'intérieur de l'œil, ils avaient un spectre large,
Donc là, on est obligé de modifier notre pratique par rapport à ces antibiotiques employés par voie générale. Alors, il peut être... donc les règles générales d'emploi des antibiotiques, là encore, sont des généralités. Après, vous verrez, on rentrera plus sur du concret, même des cas cliniques, parce que là je comprends que ça soit très austère pour le moment. Donc sachez qu'il peut être parfois judicieux d'employer un antiseptique à la place des antibiotiques, toujours pour limiter les résistances. Il y a beaucoup d'antiseptiques topiques, donc collyre, pommade, surtout des collyres, en pharmacopée humaine, mais aussi en vétérinaire. On a quelques collyres qui sont utilisables et qui sont antiseptiques, des fois associés à un vasoconstricteur décongestionnant. Ensuite, le choix de l'antibiotique va se faire en fonction de l'examen clinique. Lors d'infections banales, en première intention, vous pouvez utiliser des antibiotiques large spectre. Donc, il y en a beaucoup en topique, le chloramphénicol, l'agentamycine et les associations néomycine, polymyxine B, qui ont tout un spectre large et pour lesquels vous avez des produits vétérinaires en topique. Ensuite, donc l'antibiogramme qui sera réalisé lorsque les infections seront graves, chroniques, récidivantes, ou lorsque on aura des infections qui sont résistantes à ces antibiotiques de première intention. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à faire un antibiogramme, mais vous verrez, le but n'est pas de faire des antibiogrammes dès que vous avez une conjonctivite ou une kératite. Ce n'est pas systématique. Enfin, la particularité du chat, pour lequel les PCR peuvent être intéressantes pour rechercher des infections bien particulières, l'herpès virus félin, qui est extrêmement fréquent, les chlamydiés et les mycoplasmes. Et là, on verra les conséquences par rapport à l'antibiothérapie à mettre en place. Donc le choix, comme je le disais, soit dans la pharmacopée vétérinaire ou humaine lorsque le produit n'existe pas en vétérinaire. Et ce qu'il faut aussi retenir, ce qui est très important, c'est que dans tous les cas que vous allez voir, c'est qu'il y a peu d'infections primaires en ophtalmologie, c'est-à-dire que ce sont souvent des infections secondaires. Ça, c'est très important car lors de votre examen ophtalmo, il faudra toujours rechercher une cause sous-jacente à l'infection, qui peut être un virus, comme l'herpès virus, une CACS, donc une insuffisance lacrymale qui favorise le développement d'infections, un corps étranger, dans un cul-de-sac conjonctival par exemple, une maladie générale, endocrino, comme le diabète par exemple, qui favorise les infections. D'où l'importance donc d'un examen oculaire complet et d'un examen général complet. Dans les examens complémentaires, le frottis conjonctival, vous connaissez bien les frottis, vous en faites souvent aussi dans d'autres domaines. La première chose, c'est d'anesthésier localement. On utilise pour cela le collyre sébésine, qui est un anesthésique de surface, et qui va vous permettre de prélever avec la cytobrosse que vous voyez ici, de prélever des cellules, comme vous voyez ici, de faire un étalement sur l'âme, et ça va permettre de vous orienter dans le choix de l'antibiotique, car lors de l'examen cytologique, comme sur cette image, vous allez pouvoir détecter déjà des proliférations de certaines cellules, neutrophiles ou éosinophiles, qui vont vous orienter dans le diagnostic. Et d'autre part, voir aussi des inclusions cytoplasmiques qui vont, là encore, vous permettre d'avoir un diagnostic précis lors de chlamydiose ou de certains virus, par exemple. Le prélèvement pour isolement bactérien et antibiogramme, très important lorsqu'on a une infection, même si, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas systématique. On évite l'anesthésie locale, donc éviter le collyre sébésine, car il contient des excipients qui peuvent modifier les résultats. Donc on essaye de prélever sans anesthésie, c'est pas toujours facile. On peut tranquilliser l'animal si nécessaire, et on va prélever dans les cul-de-sac conjonctivaux à l'aide d'un écouvillon stérile comme celui-ci que vous connaissez très bien. Les prélèvements pour PCR, très utiles, avec une cytobrosse. Vous connaissez bien aussi ces tests, proposés par plusieurs laboratoires. Bon, là j'en ai mis un, mais bien sûr il y en a plusieurs. Avec des tests oculaires, souvent des associations, avec recherche par exemple chez le chat d'herpès, chlamydiose, calicivirose, mycoplasma, éventuellement bordetella, voilà, tous ces virus et bactéries que l'on peut rechercher par PCR et particulièrement utile, surtout chez le chat. Alors, je voulais
d'un point de vue pratique, revenir sur des règles toutes simples d'utilisation des collyres et des pommades. C'est des questions qui me sont très souvent posées, soit par des vétérinaires ou des propriétaires. Et vous aussi, je sais que les propriétaires vous posent souvent les questions. Et on a plein de réponses différentes. Donc, je vais essayer de reprendre ces différents points. Déjà, des règles donc vraiment générales. Nettoyer l'œil toujours avant l'instillation. Donc ça, vous pouvez le dire au propriétaire, lui donner un nettoyant, lui prescrire un nettoyant et il nettoiera avant l'instillation des collyres. Deuxième chose, la fréquence. Moi, je pars en moyenne sur une prescription, une fréquence d'instillation de 3 fois par jour pour les collyres. J'essaye de ne pas monter au-delà de 5 fois, toujours en ayant en tête que les propriétaires peuvent se démotiver. Donc, on peut avoir des problèmes d'observance avec les collyres et les pommades. Je pense que vous l'avez constaté aussi. Donc, plutôt que surcharger et avoir un traitement mal fait, je préfère ne pas décourager le propriétaire et rester sur des prescriptions à fréquence raisonnable. Le relais nocturne par les pommades, beaucoup d'entre vous le font et c'est une bonne idée pour permettre donc ce relais pendant la nuit de l'antibiotique. J'évite sur mes ordonnances de dépasser plus de 3 produits en topique, toujours pour l'observance. Au-delà de 3, on a pu constater qu'il y avait des problèmes d'observance, un traitement moins bien fait, des démotivations du propriétaire. Donc là aussi, essayez d'être sélectif et de ne pas aller au-delà de 3, sauf exception. Espacer 1 à 2 minutes entre chaque produit. C'est vrai que souvent, on parle vous pouvez entendre 5, 10 minutes. Quand c'est possible, faites-le, mais le minimum, c'est 1 minute ou 2, ce qui est encore là aussi compatible avec la vie du propriétaire. Il faut toujours tenir compte de ça, parce que si vous mettez un intervalle de 5-10 minutes sur 3 produits 3 fois par jour, finalement, le propriétaire, il passe plusieurs heures à instiller pendant plusieurs jours, parfois plusieurs semaines, et on comprend bien que ça peut être très compliqué pour les propriétaires. Pour vous donner un exemple, moi j'ai déjà eu un propriétaire qui est venu, qui avait des cernes, qui était très fatigué, qui n'avait pas dormi pendant des nuits. En fait, sur son ordonnance, il était noté qu'il devait instiller un collier 1 fois par heure, et il a mis son réveil toutes les heures pendant la nuit, et il a voulu respecter l'ordonnance à la lettre, il a voulu bien faire les choses, et du coup, il se réveillait toutes les heures pendant la nuit, et c'était compliqué pour lui, comme vous l'imaginez, ou en tout cas très fatigant. Donc faites attention à ce que ça soit compatible avec une vie normale pour les propriétaires. Minimum de 10 jours de prescription pour les antibiotiques. Et ensuite, pensez à dire au propriétaire de jeter les flacons de collyre après 15 jours, après utilisation, après ouverture du flacon. Et enfin, la conservation peut se faire en température ambiante. C'est pas une obligation de les mettre au réfrigérateur, contrairement à beaucoup d'idées reçues. Alors, ce tableau, je vous rassure, ça va être la dernière fois qu'on aura une diapo complexe comme ça, ou en tout cas surchargée. Mais il est important car il parle de la sensibilité des germes oculaires aux antibiotiques. Donc, en fonction des germes que vous rencontrerez. Donc, on a différents antibiotiques disponibles. Je vous ai mis là les plus fréquents. Et avant de rentrer dans le détail, on ne va bien sûr pas le voir dans le détail, mais en tout cas, on va rentrer un petit peu dans ce tableau. Je voulais quand même prendre cette case qui était à gauche du tableau avec les différents antibiotiques et voir à quoi ça correspond en termes de non déposés dans vos armoires. L'acide fusidique, c'est l'Isatal de chez Decra, donc très utile sur les grammes plus. C'est l'antibiotique de référence pour les staphylocoques. La polymyxine B, souvent associée à la néomycine, c'est une association qui est fréquente, qui fonctionne bien, que vous avez dans la tévémyxine. Le chloramphénicol, un antibiotique très important en ophtalmologie, que l'on trouve dans l'ophtalon. Les tétracyclines, très utiles aussi, spectre large, comme le chloramphénicol. On verra que les tétracyclines pénètrent très bien dans certaines structures, donc très intéressantes. On les trouve dans la polycycline, collyre, seule, et associée aux corticoïdes dans le Sterdex, qui est aussi très utile sur les infections de surface. Les fluoroquinolones, là pour le coup, donc, comme je le disais, on peut les employer en local, sans problème, aucune restriction d'usage par rapport au plan éco-antibio. Donc les collyres qui existent sont uniquement en humaine, aucune quinolone en collyre ou pommade en médecine vétérinaire. Donc vous avez le droit de prescrire
ce type de collyre en pharmacie. Il s'agit du siloxan, de la chibroxine collyre, par exemple. La néomycine, on en a parlé. Tobramycine, très utile en ophtalmo, car très puissante sur les grammes moins, en particulier le pseudomonas. Donc c'est le Tobrex collyre et Tobradex pour l'association avec la dexaméthasone. Gentamicine, encore une fois, une molécule de référence. C'est le soligental en vétérinaire ou la gentaline en médecine humaine. Et enfin, la framicétine, un spectre large aussi, présente dans le Fradexam, associé aux corticoïdes dexaméthasone et antibiotiques que vous connaissez très bien aussi. Voilà, on revient à mon tableau une dernière fois, promis, avec donc l'acide fusidique. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'acide fusidique est très actif sur les grammes plus, surtout le staphylocoque, mais pas sur les grammes moins. Donc ça, c'est important de retenir ceci. Polymyxine B, action sur les grammes moins, mais pas sur les grammes plus. C'est pour ça qu'elle est souvent associée à la néomycine qui est active sur le staphylocoque. Le chlorophénicol, spectre très large, comme vous le voyez. Tétracycline, spectre relativement large, surtout sur les germes chlamydia et mycoplasme fréquents chez le chat. Les fluoroquinolones, spectre très large, comme vous le voyez. Presque tout est sensible aux fluoroquinolones. Néomycine, on en a parlé. Tobramycine, surtout utile pour l'action sur les pseudomonas, les grammes moins. La gentamicine, un peu comme la tobramycine, hein, c'est le même spectre. Et la framicétine, spectre large. Voilà, je ne vous embête plus avec ce tableau. On pourra y revenir avec des questions peut-être tout à l'heure. Alors, la pénétration intraoculaire des antibiotiques, intéressant à connaître. Donc, les très bonnes pénétrations se font par le chloramphénicol, doxycycline, les quinolones, qui pénètrent très bien dans l'œil lorsqu'on les injecte par voie générale, même si on a vu qu'il y avait une restriction d'usage, hein, je le répète, les sulfamides, trimétroprine. Pénétration moyenne avec la céphalexine, mais bonne lorsqu'il y a des inflammations, et faible avec oxacilline, pénicilline, érythromycine. Lorsqu'on utilise par voie locale, on a une bonne pénétration du chloramphénicol, donc par exemple l'ophtalon, hein, que j'ai cité tout à l'heure, la norfloxacine, donc quinolone, rifamycine, acide fusidique qui pénètre très bien dans la chambre antérieure, et érythromycine. Par contre, les antibiotiques que vous utilisez souvent, polymyxine, néomycine, gentamicine, tobramycine, n'ont une action que de surface. Ils pénètrent très peu à l'intérieur de l'œil. Donc utiles surtout sur les conjonctivites, les kératites, les ulcères, mais pas lorsqu'on recherche une action intraoculaire. Voilà, je ne vous embête plus avec les tableaux. Maintenant, on va revenir à la pratique. Pour l'usage pratique de ces antibiotiques, j'ai fait le choix de les présenter par structure, paupières, conjonctives, cornée, etc. Donc on va commencer avec les paupières. Donc lors de blépharite infectieuse, on a deux types d'inflammation, les inflammations du bord externe, c'est-à-dire le revêtement cutané, donc ça s'apparente à une pyodermite, finalement, ou le bord libre avec des atteintes des glandes, comme les glandes de mébomus, donc avec mébomite, voire chalazion, et les orgelets. Voici à gauche un chien atteint d'une pyodermite, une inflammation, une blépharite simple des paupières, donc partie externe, et à droite un chien qui présente par contre un épaississement très important, comme vous le voyez, des paupières, avec un aspect un peu bosselé. Et cet aspect bosselé, en fait, s'explique par l'atteinte des glandes de mébomus. Donc on avait une mébomite chez ce chien. Toujours lors de blépharite, donc lorsque l'infection est mineure, on privilégie les pommades antibiotiques plutôt que les collyres, c'est logique, hein, un collyre sur une paupière, ça ne va pas tellement agir. Par contre, la pommade est très adaptée, elle va bien rester en contact de la peau, et vous pouvez l'administrer, on part sur 3 fois par jour. Donc pommade type néomycine, polymyxine, donc télémyxine, framicétine, le Fradexam, chloramphénicol, l'ophtalon, et tétracycline avec un corticoïde comme le Sterdex. Lors d'infections graves et profondes, on utilise toujours les pommades, hein, bien sûr, mais il faudra une action plus forte. Donc là, on peut associer un antibiotique par voie générale, comme les céphalosporines ou tétracycline qui pénètrent très bien dans les paupières. Donc, depuis le plan éco-antibio, pas de quinolone qui pénétrait bien dans les paupières aussi, pas de C3G, pas de C4G, sauf les conditions particulières que j'ai citées au tout début. Lors de chalazion, même traitement médical, mais on devra parfois cureter ces chalazions pour
évacuer ce qui est enquisté dans la glande. Et donc on associe le traitement antibiotique local et général à ce curetage. Lors de conjonctivite, un des motifs principaux de consultation en ophtalmo, on privilégie la voie topique avec le collyre ou les pommades. Donc vous les utilisez tous. On a ici chez un chien une conjonctivite banale avec un écoulement mucopurulent. Donc là, vous pouvez mettre en place un collyre type néomycine polymyxine B 3 fois par jour et contrôler après quelques jours. Ici, chez un chat, on voit qu'on a aussi une surinfection bactérienne. On voit ici l'écoulement mucopurulent, mais comme souvent chez le chat, il s'agissait d'une infection secondaire à la présence du virus herpès. Donc il faudra mettre à la fois en place un traitement antibiotique, mais aussi antiviral, antiherpétique. Toujours lors de conjonctivite, on utilise donc ces antibiotiques à action de surface avec peu de pénétration intraoculaire. Donc j'ai cité néomycine, polymyxine B, spectre large, la gentamicine active sur les grammes moins et tétracycline chez le chat, car on a souvent des chlamydiés, des mycoplasmes et des salmonelles qui sont associés. Lors de dacryocystite, déjà, dès qu'on a une dacryocystite, donc une infection des voies lacrymales, il faut rechercher un corps étranger. C'est la cause numéro 1 de dacryocystite, c'est ces corps étrangers qui viennent se loger soit dans les cul-de-sac, soit dans les voies lacrymales directement, dans les canalicules lacrymaux, voire même le sac, voire même le canal lacrymal. Et donc, suite à la recherche du corps étranger, faire un lavage abondant des voies lacrymales à l'aide d'un sondage des points lacrymaux, les points lacrymaux qui sont situés ici, point lacrymal supérieur, point lacrymal inférieur. Des fois, on est même obligé de poser une sonde de dacryo à demeure pendant quelques jours. Et on utilise ensuite un antibiotique en local, collyre, donc c'est les collyres classiques que vous utilisez, type télémyxine, et un antibiotique par voie générale. On évite par contre les pommades lors de dacryocystite, car les pommades peuvent entraver le drainage lacrymal, donc plutôt des collyres. Alors, encore un autre cas très fréquent que vous voyez très souvent, les kératites infectieuses et les ulcères cornéens. Comme je le disais au tout début, ces infections sont rarement primaires, donc elles sont souvent secondaires. Il faut rechercher la cause de ces infections bactériennes, rechercher la cause comme par exemple une KCS, kératoconjonctivite sèche, donc insuffisance lacrymale, rechercher un virus, chez le chat surtout, rechercher des cils ectopiques ou distichiasis ou trichiasis qui entraînent des frottements et secondairement donc le développement d'une infection. Un entropion, un enroulement de la paupière sur elle-même qui peut aussi provoquer des infections et les corps étrangers, comme on l'a vu tout à l'heure. Deux cas de figure, soit votre test fluo est négatif, dans ce cas-là vous avez une simple kératite sans ulcère, vous pouvez mettre en place un traitement antibiotique et corticoïde, là encore très classique, télémyxine, ophtalon, en collyre ou en pommade. Lorsque le test est positif, c'est qu'il y a donc un ulcère cornéen. Dans ce cas-là, comme vous le savez, les corticoïdes sont dans la grande majorité des cas déconseillés, voire contre-indiqués. Et dans ce cas, vous mettez en place un traitement antibiotique seul, en collyre ou en pommade. Plutôt à large spectre, comme néomycine, polymyxine B, chloramphénicol en première intention, et les fluoroquinolones en seconde intention. Donc pas de corticoïdes, comme vous le savez, qui potentialisent certaines infections et qui entravent la cicatrisation cornéenne. Toujours lors d'ulcères cornéens, vous pouvez avoir des ulcères plus graves, comme vous avez ici. Je pense que vous voyez bien ici, on a une atteinte du stroma, donc c'est un ulcère profond. On voit très bien cette dépression au niveau de la cornée. Pas besoin de test fluo pour voir l'ulcère. Vous voyez qu'on a un œdème généralisé de la cornée, donc c'est une réaction d'œdème de toute la cornée qui est une réaction à l'infection qui se trouve au niveau de cet ulcère. Donc il s'agit d'ulcères graves, souvent dus à des pseudomonas. On parle d'ulcère à collagénase. Si vous regardez bien ici en périphérie, vous avez la cornée qui est très blanche, un peu gélatineuse, et c'est la caractéristique des ulcères à collagénase. L'évolution très rapide,
très grave en quelques heures, cela peut conduire à la perforation. C'est souvent donc une urgence, et là, vous allez opter pour des antibiotiques actifs sur ces grammes-, sur ces pseudomonas, comme la gentamicine, ou encore plus fort, on considère que la tobramycine est 7 fois plus puissante que la gentamicine. Et on doit associer une injection sous-conjonctivale dans certains cas, voire un traitement par voie générale. Lors d'endophtalmie, c'est finalement assez rare en ophtalmologie si on compare aux conjonctivites, kératites et ulcères que nous avons vus tout à l'heure. C'est souvent dû à des traumatismes pénétrants comme une griffure, un corps étranger. Post-chirurgical, lors de chirurgie intraoculaire, on peut avoir une infection secondaire. Et lors de foyers infectieux de voisinage ou à distance, comme par exemple des problèmes dentaires qui peuvent entraîner une ophtalmie par contiguïté. Lors d'endophtalmie, lorsqu'on veut toucher le segment antérieur, on utilise un antibio local à bonne pénétration, comme le chloramphénicol qui pénètre très bien dans la chambre antérieure, comme on l'a vu tout à l'heure, l'acide fusidique qui pénètre aussi très bien dans la chambre antérieure, et l'équinolone en topique qui pénètre très bien dans la chambre antérieure. Donc en local, c'est-à-dire collyre, pommade ou injection sous-conjonctivale et éventuellement voie générale associée. Lorsqu'on veut toucher le segment postérieur de l'œil, c'est-à-dire le vitré par exemple, dans ce cas-là, les collyres et pommades n'auront pas un effet intéressant car ils seront trop éloignés du site d'infection. On opte plutôt pour les sous-conjonctivales ou péridulvaires et les antibiotiques par voie générale comme les céphalosporines ou l'association amoxicilline et acide clavulanique. Enfin, on progresse dans les différentes structures anatomiques de l'œil, les infections orbitaires. Il s'agit souvent d'abcès ou de phlegmons, comme vous le voyez chez ce chien, avec une exophthalmie, procidence de la membrane excitante, donc ça c'est assez caractéristique lors d'abcès orbitaires. Vous avez cette procidence et cette procidence de la membrane excitante, et une exophthalmie. Dans ce cas, on peut faire des prélèvements, soit en faisant une orbitotomie ou bien en prélevant au niveau buccal. Le traitement, on emploie lors d'infections orbitaires des antibiotiques donc par voie générale qui vont pénétrer dans l'orbite comme les céphalosporines, l'association amoxicilline acide clavulanique, la clindamycine aussi qui pénètre très bien, qui est utile sur ces abcès, comme pour les abcès à d'autres endroits, comme vous les utilisez déjà. Les fluoroquinolones qu'on utilisait par voie générale avant, mais qui bien sûr maintenant sont beaucoup plus restreintes, comme on l'a vu. Cet antibiotique doit être associé dans pas mal de cas à un débridement chirurgical, avec éventuellement une orbitotomie pour avoir un accès large à l'orbite et pouvoir drainer l'abcès. Et dans certains cas, on est même obligé de poser un drain pour évacuer le contenu de ces abcès. Alors, la liste des antibiotiques à posséder, là, vous inquiétez pas, encore un peu rébarbatif, mais finalement, c'est juste une synthèse de tout ce qu'on a vu depuis le début, avec l'association néomycine-polymyxine B, donc témyxine, collyre ou pommade. C'est une association de base, large spectre, en première intention, utile sur presque toutes les infections, sauf segment postérieur, bien sûr. La tobramycine en collyre ou pommade, donc utile sur les germes Gram-, en particulier le pseudomonas, les ulcères donc à collagénase. Les tétracyclines en collyre ou en pommade, utiles en première intention, surtout chez le chat, lors de kératite et de conjonctivite, on a vu pourquoi, et lors de blépharite, par voie générale, parce qu'on a une bonne pénétration des tétracyclines dans les paupières et dans les glandes des paupières, glandes de Mémonius par exemple. Le chloramphénicol en pommade, très utile car spectre large, pénétration très bonne dans la cornée, très bonne pénétration dans les paupières et aussi en intraoculaire. L'équinolone en collyre en pommade, donc pas de restriction, plutôt en seconde intention pour éviter les sélections, pour éviter les résistances. Large spectre, pénétration très bonne dans la cornée en intraoculaire. Et enfin, acide fusidique, framicétine, gentamicine. Voilà, je ne vous embête plus avec tous ces antibiotiques, tous ces termes. Mais par contre, on va revenir à du concret avec quelques cas cliniques et on pourra en discuter par la suite, sur la fin, si vous le voulez bien.
Un premier cas, donc là, je pense que vous reconnaissez tous cette zone verte, hein, avec ce test, fluorescéine, qui marque l'ulcère. Donc on sait déjà qu'il y a un ulcère cornéen, une perte de l'épithélium. Cet ulcère n'est pas très profond, on a une rougeur de l'œil, un petit œdème périphérique. Donc là, il s'agit d'un ulcère a priori classique, mais même s'il vous paraît très classique, toujours bien d'inspecter les paupières, la sécrétion de larmes, voir s'il n'y a pas un corps étranger sous les paupières ou sous la membrane nititante, car vous pouvez des fois avoir des surprises et trouver des causes à ces ulcères. Ils ne sont pas tous d'origine traumatique. Et en particulier dans ce cas, lorsque vous souleviez la paupière supérieure, d'ailleurs c'était un cas qui était traité depuis quelques temps, mais qui ne rétrocédait pas au traitement antibiotique classique, et sous la paupière, on pouvait voir ce petit cil, qui est un cil ectopique en pleine conjonctive, qui est dru, qui est perpendiculaire à la paupière et qui va directement frotter sur la cornée, et vous voyez ici l'ulcère. Voilà. Donc là, bien sûr, on met en place un traitement d'ulcère classique, mais il faut absolument associer à une chirurgie de la paupière pour retirer ce cil ectopique. Retirer le follicule pour pas qu'il repousse, parce que sinon, bien sûr, l'ulcère ne cicatrisera jamais. Voici notre cas avec un blépharospasme, donc une douleur oculaire. Vous avez des sécrétions muqueuses et parfois mucopurulentes. Donc il y a une conjonctivite, on a une kératite, la cornée était un petit peu floue, un peu irrégulière. Et là encore, bien sûr, on met en place un traitement antibiotique, mais il faut agir sur la cause. Il s'agissait d'un Charpey qui présentait un grand classique chez le Charpey, un entropion que vous voyez ici, paupière supérieure et paupière inférieure, donc traitement antibiotique, mais associé à la correction de l'entropion. Voici des cas que vous voyez beaucoup en clientèle, ce sont tous ces animaux blancs, chiens ou chats, avec une coloration marron dans l'angle interne. Je pense que vous le voyez souvent, j'ai souvent des questions par rapport à ça, donc c'est un grand classique, souvent lié à un épiphora, donc à un écoulement de larmes, des fois de mucus, mais surtout de larmes. Chez le chat, fréquent, chez le persan, principalement. Un examen complet est là aussi important, car lors de l'examen, vous pourrez détecter par exemple un mauvais positionnement des paupières, un mauvais positionnement des points lacrymaux qui peuvent être occlus et qui peut expliquer le fait qu'on ait un débordement des larmes vers l'extérieur. Un test de Schirmer important, vérifier sous la membrane nititante la présence d'éventuels follicules, souvent voilà, chez des chiens comme celui-ci, jeunes chiens de 1 ou 2 ans, avec un épiphora et une coloration marron du canthus interne, vous pourrez voir des follicules. Donc c'est une conjonctivite folliculaire qui peut expliquer cet épiphora. Et juste, je reviens dessus. Bien sûr, traitement antibiotique lorsqu'on a une infection, élimination de la cause lorsqu'on l'a détectée. Et je cite tout de même un produit qui a été prescrit, qui est le Clean Eyes, qui est plus trop commercialisé maintenant, mais qui donnait d'assez bons résultats dessus, sur ce type d'épiphora. Une conjonctivite très importante, comme vous le voyez chez ce chat, on ne voit quasiment plus la cornée. C'est un chat, on a un œdème des conjonctives. On parle de chémosis, donc c'est un chémosis très très marqué chez ce chat. Et chez le chat, lorsque vous avez un chémosis aussi marqué, il faut penser aux chlamydioses. C'est la chlamydiose qui provoque très souvent des chémosis très importants comme celui-ci. Et donc, traitement à base de tétracycline ou bien de chloramphénicol. Voici un cas chez un chien qui présentait une conjonctivite chronique, une douleur, et c'est en éversant, comme vous le voyez, la membrane nititante que l'on pouvait voir un corps étranger, un épillé planté dans le cul-de-sac conjonctival inférieur entre la conjonctive bulbaire et la membrane nititante. Donc bien sûr, traitement de la cause, pas très compliqué dans ce cas-là, et on associe un traitement antibiotique à base de collyre ou de pommade et par voie générale. Là, pas de corps étranger, mais par contre, en éversant la membrane nititante chez ce chien qui avait une conjonctivite avec des écoulements chroniques, on peut noter la présence de follicules. Il s'agit donc d'une conjonctivite folliculaire qui se traite avec des collyres ou pommades anti-inflammatoires, corticoïdes, dexaméthasone, et associées à un antibiotique. Les antibiotiques que nous avons vus tout à l'heure, car très souvent,
on a la présence d'une infection associée à ces follicules. Ici, vous avez un œil très infecté. Vous voyez l'écoulement mucopurulent ici, jaune, donc typique d'une infection bactérienne. On voit ici des petites croûtes sur les paupières, là aussi caractéristique. La rougeur de l'œil, très importante. Rougeur de la conjonctive, de la membrane excitante, de la cornée. On voit ici qu'on a des vaisseaux. Donc on peut dire que l'on a une conjonctivite, on a une kératite avec ces vaisseaux cornéens. On a une cornée qui est assez dépolie, enfin qui est irrégulière. Et c'est chez ces chiens qui ont les yeux très sales, ou même chez les chats, ne pas oublier de bien faire un test de Schirmer. En effet, comme dans ce cas, vous pourrez détecter des insuffisances lacrymales responsables de ces infections bactériennes. Test de Schirmer qui sera inférieur, comme vous le voyez ici, à 5 très souvent, la norme étant supérieure à 10 mm. Alors je reviens juste à ces insuffisances lacrymales qui se traitent bien sûr avec un antibiotique. Vous allez mettre un collier antibiotique ou une pommade antibiotique, mais associé à cela, un traitement de la cause et le seul traitement, enfin un des seuls traitements, car on a maintenant d'autres immunomodulateurs, mais le traitement de la KCS, c'est la cyclosporine A et maintenant le protopic aussi qui est utilisé. Donc associé à un antibiotique et aussi à des larmes artificielles pour compenser le manque de larmes au début. Donc sur une KCS typique comme celle-ci, vous allez prescrire un antibiotique, la cyclosporine A en pommade, un petit grain de riz matin et soir, et des larmes artificielles, le temps que la glande se remette à fonctionner. Ici, un cas assez classique. Je voulais vous mettre voilà, le cas d'un ulcère classique avec, vous le voyez, ce test fluo positif. C'est un ulcère qui n'a pas de bord décollé, donc qui est assez simple, il ne va pas en profondeur, donc le stroma n'est pas vraiment atteint. Donc là, vous allez mettre en place les traitements classiques que vous connaissez avec antibiotiques, cycloplégiques, donc atropine en collyre, et éventuellement un cicatrisant avec vitamine A ou vitamine B12. Et ce qu'il faut retenir, c'est qu'un ulcère classique comme celui que je viens de vous montrer cicatrise en 5 jours. C'est important d'avoir ça en tête, parce que souvent on a des ulcères qui sont plus lents à cicatriser, et dans ce cas-là, il faudra rechercher une cause. Un ulcère normal comme celui que je vous ai montré cicatrise en 5 jours avec son processus de cicatrisation, vous voyez là. Donc, vous instillez les collyres et vous allez avoir une migration des cellules épithéliales jusqu'à une cicatrisation. Et ce processus dure à peu près, en moyenne, 5 jours. Voilà le même chien, donc vous avez la photo avant et après traitement. Donc là, vous voyez que le test fluo, on voit que le test fluo a été réalisé, vous avez encore de la fluorescéine ici, mais la fluorescéine n'est plus retenue 5 jours après par la cornée, donc l'ulcère, est cicatrisé. Donc là, le traitement a bien marché. Chez ce chien, vous avez la cornée qui est très endommagée, comme vous le voyez. Donc il s'agit là encore d'un ulcère cornéen. Si vous regardez, alors c'est pas facile sur une photo, mais on peut voir que cette cornée est en kératomalacie, c'est-à-dire qu'elle est en train de fondre, littéralement. Cette cornée est gélatineuse, c'est-à-dire que elle est opaque, elle est un petit peu comme un gel, elle est en train de fondre. C'est ce qu'on appelle l'ulcère à collagénase. Donc on a des enzymes libérées par les bactéries, par les pseudomonas et aussi par la cornée elle-même, qui font qu'on a un cercle vicieux qui s'installe et des cornées qui peuvent progresser, enfin des ulcères qui peuvent progresser en profondeur et en largeur très très vite, en quelques heures. Donc là, c'est une urgence. Je voulais vous montrer ce cas où on avait hospitalisé le chien avec l'œil au tout début. Vous avez ici à droite, en haut à droite, la photo de l'œil. Vous voyez que l'ulcère est assez petit. On l'a hospitalisé, ça m'est arrivé une fois. On a instillé un collyre toutes les heures de tobramycine, qui est le plus indiqué sur ce type d'ulcère. Et on a vu en quelques heures l'ulcère progresser et on est arrivé à cela. Donc quand je suis revenu en fin d'après-midi à la clinique, j'ai vu cette évolution en quelques heures. Et donc il s'agissait d'un développement d'un ulcère à collagénase très rapide et il a fallu donc bien sûr pratiquer une chirurgie de greffe conjonctivale. Donc pour vous dire que ces ulcères sont dramatiques et peuvent entraîner une perte de l'œil avec perforation. Voilà pour montrer justement la progression. Là vous avez une coupe de la cornée avec l'ulcère stromal qui évolue donc vers la profondeur. Donc on a au sein de cet ulcère des bactéries, souvent des pseudomonas, qui se développent.
Cela évolue jusqu'au desmétocèle, là il ne reste plus que la membrane de Desmet, et ensuite la perforation. Voici un autre ulcère grave, profond, stromal, vous voyez ici, on a comme une cupule, hein, un petit cratère. C'est des ulcères, même s'il est petit et pas encore trop profond, on est à peu près à la moitié de l'épaisseur sur cet ulcère, c'est des ulcères graves qui évoluent vite, et vous avez ici un hypopion réactionnel, donc on appelle ça des ulcères à hypopion, c'est de la fibrine qui se développe dans la chambre antérieure et qui, avec la pesanteur, se dépose, cette fibrine se dépose et ça donne cet hypopion. Donc ça, c'est un signe de gravité, et dans ces cas-là, il faut mettre le traitement d'ulcère à collagénase en place, par voie locale et générale, et très souvent, on est obligé d'opérer ces chiens d'une greffe de conjonctive. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer là, un autre ulcère à collagénase avec une greffe de conjonctive que vous voyez ici, pédiculée, avec un petit vaisseau, vous voyez, qui apporte les éléments pour favoriser la cicatrisation. L'intérêt aussi, c'est que lorsque vous allez administrer l'antibiotique en post-opératoire, eh bien, il va arriver directement sur la zone de l'ulcère profond. Et voilà, 2 mois après retrait de la greffe, il reste une très légère couche de conjonctive que l'on laisse, qui donne une unité cicatricielle qui peut se remanier, qui peut disparaître dans certains cas, et des fois qui reste, mais en tout cas qui ne gêne pas la vision et qui a permis de sauver l'œil dans ce cas. Vous voyez qu'on partait d'un cas très grave. Un cas que vous pouvez être amené à voir en urgence, il s'agit de la projection d'un produit chimique. Il s'agissait d'une base qui a été projetée dans l'œil, donc un accident ménager. Dans ce cas-là, la première, donc ça on les voit en urgence, première chose à faire, c'est rincer très abondamment, quitte à mettre carrément la tête de l'animal sous le robinet, hein, pour éliminer le produit rémanent et vous laisser l'œil sous l'eau pendant plusieurs minutes, hein, pour bien éliminer le maximum de produits chimiques qui est présent dans les cul-de-sac et au contact de la cornée. Et ensuite, vous mettez en place un traitement antibiotique de couverture. Donc là, souvent, le traitement anticollagénase typique, car on a souvent des collagénases qui se développent lors de brûlures chimiques. Donc on a vu le traitement tout à l'heure, et continuer les rinçages. Et ensuite, on peut aussi mettre en place des cicatrisants et un cycloplégique, donc l'atropine en collyre. Voilà le même cas après traitement, après quelques semaines de traitement. Vous voyez, avant, après, on a eu une bonne épithélialisation et une transparence qui est redevenue quasi parfaite. Ici, les cas des chats. Le cas du chat, ce chat présentait une douleur oculaire depuis quelques jours, et en faisant le test fluorescéine, vous pouvez voir qu'on a la fluorescéine qui reste sur la cornée en certaines zones, et on a une morphologie très typique de cet ulcère. On parle d'ulcères dendritiques. En fait, ce sont des ulcères qui suivent les nerfs de la cornée. Et c'est quasi pathognomonique hein, chez le chat. Il s'agit du virus herpès qui crée cet ulcère dendritique en suivant, parce que l'herpès a une affinité avec ces nerfs de l'épithélium, et donc on a cette morphologie très typique. Suite, lorsque l'herpès continue à se développer, on a une coalescence de ces ulcères dendritiques qui deviennent par la suite des ulcères en cardiogéographie. C'est ce que vous avez ici. Chez un chat qui présente un ulcère herpétique, on avait sûrement des dendrites au tout début, et ensuite on a un ulcère, là aussi un peu caractéristique hein, du point de vue de la morphologie, avec cette forme en cardiogéographie. Donc là, le traitement, bien sûr, le traitement de la cause, hein, donc un antiherpétique type trifluridine, c'est le viroftacolire, ou le ganciclovir, c'est le Virgan en gel ophtalmique, donc ça c'est le traitement de base, et systématiquement il y a un antibiotique de couverture car on a très souvent des surinfections bactériennes lorsque l'herpès s'est installé sur l'œil du chat. Antibiotiques, donc tétracycline ou tobramycine pour éviter le développement de Pseudomonas, qui est un des premiers germes de surinfection lors d'herpès chez le chat. Voilà, après traitement, vous avez ici le ulcère avant et après ce traitement, antibiotique et antiviral. Voilà un autre chat chez lequel on a une atteinte du stroma, donc plus profond, on voit qu'on a une dépression, hein. C'est petit, hein, c'est un petit ulcère, mais il va en profondeur. Donc là, il est à peu près aux 2/3 d'épaisseur. Si on laisse évoluer, la cornée peut perforer. Il faut savoir, très important, que l'herpès ne touche que l'épithélium.
il ne touche pas le stroma. Donc quand vous avez un ulcère qui va en profondeur comme ceci, c'est qu'il y a une surinfection bactérienne. Et on a parlé plusieurs fois d'une pseudomonas, mais ça peut être des fois d'autres bactéries, mais en tout cas, c'est une surinfection bactérienne. Ce n'est pas l'herpès seul qui entraîne un ulcère stromal. Voici un autre cas chez un chat, ulcère herpétique avec surinfection bactérienne. Là, on voit qu'on a l'épithélium qui est atteint, qui a été atteint par l'herpès, mais aussi une atteinte du stroma, donc plus profonde, par un germe de surinfection. Pseudomonas, encore une fois, chez ce chat, avec un début d'ulcère à collagénase, on en a aussi chez le chat, et voici après traitement, antibiotique, antiviral et chirurgical. C'est-à-dire que chez ce chat, il a fallu faire une kératectomie superficielle pour éliminer l'épithélium et le stroma antérieur et une tarsographie. Chez ce chien, vous notez la procidence de la membrane nictitante, on note un œdème des conjonctives, on ne voit pas bien, mais en se plaçant au-dessus de la tête, on note une exophtalmie, donc l'œil qui avance, qui fait protrusion par rapport à l'orbite. C'est que l'œil est poussé, il est poussé par une masse orbitaire, il s'agissait d'un abcès orbitaire. Donc on a vu le traitement tout à l'heure, très souvent, chez ces animaux qui présentent des abcès orbitaires, on est obligé, en plus de l'antibiothérapie, de pratiquer une chirurgie d'orbitotomie ou en tout cas de drainage de l'abcès, donc chirurgie de drainage associée éventuellement à un drain. Toujours penser à regarder à l'intérieur de la bouche car il y a beaucoup d'infections buccales, des infections dentaires qui par voisinage en fait peuvent toucher l'orbite. La même chose chez un chat, c'est plus rare, mais on en a, des abcès orbitaires avec procidence de la membrane nictitante, on le voit ici, l'œil qui est avancé dans l'orbite, et voici, après traitement, drainage de l'abcès, l'œil qui redevient normal. En conclusion, voilà, j'aurai 2 minutes de retard, mais ça sera quand même un tout petit peu de temps pour discuter. Ce qu'il faut retenir, ce sont les conséquences du plan éco-antibio en ophtalmologie vétérinaire par rapport à l'antibiothérapie. Finalement, elles ne sont pas si importantes que ça, car ce plan ne concerne pas les produits à usage topique, donc ce qui représente un grand pan de l'ophtalmologie vétérinaire. Ne pas oublier de bien voir en humaine, on a un grand choix de produits, d'antibiotiques, de colliers de pommades. Lorsque celui-ci manque en vétérinaire, ce qui est le cas de certaines quinolones ou des tétracyclines, que l'on n'a pas en vétérinaire, en local. Bien faire son choix d'antibiotiques en fonction du spectre, de la pénétration et de la galénique. Bien retenir qu'il y a très peu d'infections primaires en ophtalmo-vétérinaire, donc presque toujours, dès que vous avez une infection, rechercher une cause et traiter l'infection secondaire, et retenir les particularités du chat avec le virus herpès et puis certaines infections comme la chlamydiose, par exemple. Je vous remercie. Alors, je vais lire vos questions. J'ai cru en voir passer pas mal. Alors, on y va. Antiviral, Virgan, Zovirax, un autre. Donc, j'ai cité tout à l'heure le Virgan, oui, l'encyclovir, en gel, ophtalmique. Donc, on l'utilise un petit peu comme une pommade. Ou la trifluridine, Viroftacolir. Donc, ça, ce sont les antiviraux qu'on utilise le plus. Après, vous avez aussi le famciclovir qui est de plus en plus utilisé, ainsi que dans d'autres domaines que l'ophtalmo, qui est aussi utile par voie générale, en complément de ces traitements topiques. L'utilisation du NAC, bonne question. Le NAC, c'est de la N-acétylcystéine, c'est un anticollagénase. Je le vois très très souvent prescrit. C'est bien de le prescrire sur des ulcères cornéens pour éviter le développement des collagénases. Mais par contre, on l'utilise parfois en tant que cicatrisant, or ce n'est pas réellement un cicatrisant, il faut le prendre comme un anticollagénase. Ce qui est une nuance à bien prendre en compte. Vous avez des cicatrisants, la vitamine A, la vitamine B12, sont des cicatrisants cornéens. Le NAC, plutôt l'employer en anticollagénase. Alors... Valeur normale du test de Schirmer chez le chat. Alors chez le chien, on retient, bien sûr, comme vous le savez, la norme c'est supérieur à 10 mm.
Chez le chat, on considère, suivant les articles, on lit très souvent que c'est 8 mm. Voilà, ce qui est 10 mm chez le chien, c'est 8 mm chez le chat, mais on pense qu'on a certains chats qui, d'un point de vue physiologique, ont des tests de Schirmer plus bas, sans symptômes, sans réellement parler d'insuffisance lacrymale. Donc, on peut considérer qu'un chat qui peut être à 5, par exemple, pourrait être normal, par exemple. Collyre antiviraux, nous avons vu ça. Un docollyre, il s'agit d'un INS en local. Oui, Gentaline, vous me faites la remarque, je crois que vous êtes plusieurs à signaler que le Soligental n'est plus dispo. Je suis désolé, je ne me suis pas mis à jour, je reconnais là. En fait, c'est vrai que moi j'utilise plutôt l'association polymyxine, néomycine, et j'utilisais à l'époque la gentamicine, et c'est vrai que je ne l'utilise plus, donc vous pouvez le prescrire en lui-même. Pas mal de questions, j'essaye de retrouver. Horizon dermato. Avantage, cébésine par rapport à tétracaïne. Alors, c'est vrai que le plus fréquemment utilisé, c'est la cébésine. C'est vrai que tétracaïne, vous en avez en vétérinaire, donc c'est vrai que ça peut être utilisé. La différence, c'est que la tétracaïne serait un petit peu plus puissante que la cébésine. Donc la cébésine, c'est de l'oxybuprocaïne. Donc tétracaïne, pourquoi pas, aucun problème pour l'utiliser puisque c'est plus puissant. La seule chose, c'est que ça provoquerait un petit peu plus de conjonctivite suite à l'utilisation. Voilà, donc c'est le seul petit bémol qu'il faut avoir en tête. L'efficacité du Clérapix sur les ulcères profonds. Ça déborde de l'antibiothérapie, mais on peut tout de même en parler. Donc le Clérapix, c'est une matrice qui vient d'être commercialisée. Il y a peu d'études encore publiées sur ce sujet, parce que c'est récent, mais ça serait, je parle au conditionnel, intéressant en effet sur les ulcères profonds pour restaurer la matrice du stroma. Donc pas vraiment utile sur les ulcères épithéliaux, plutôt sur les ulcères stromaux. Oui, donc je vois les arrêts de commercialisation. Bon, c'est vrai que j'ai cité des choses en humaine pour être exhaustif, mais ça change beaucoup en humaine. Ce qu'il faut voir, c'est que il y a des antibiotiques que j'utilise à certains moments, qui sont plus utilisés pendant quelques mois, enfin qui sont plus disponibles pendant quelques mois et qui reviennent en commercialisation. Donc je crois qu'il ne faut pas hésiter quand vous prescrivez en humaine des collyres ou des pommades à regarder dans le Vidal ou sur Internet, voir s'ils sont commercialisés, parce que je vous assure qu'en humaine, ça change énormément. Avec pas seulement des disparitions de produits, des produits qui sont plus disponibles pendant une période et qui redeviennent, comme le Sterdex par exemple. Le Sterdex, on n'en avait plus pendant 1 an et il est revenu sur le marché récemment. Quel nom de traitement pour les épiphoras? Si c'est vraiment, enfin il y a marqué TT, je pense, traitement. Pour les épiphoras, comme je le disais, bien rechercher les causes. On ne peut pas donner un traitement pour les épiphoras. Il n'y a pas un seul traitement, il y en a plusieurs en fonction de la cause. Je suis désolé, j'aimerais être plus précis, mais mis à part le Clean Eyes que je vous ai cité tout à l'heure, mais qui, je crois, n'est plus commercialisé depuis quelques mois, été donné sur des épiphoras primaires, lorsqu'il, la plupart du temps, ce sont des épiphoras secondaires, et donc il faut rechercher la cause. Quels produits en sous-conjonctival? Il s'agit des produits injectables. Vous prenez des injectables, ceux qu'on utilise pour des injections IV ou sous-cutanées, ces antibiotiques que vous pouvez donc injecter. Et dans certains cas, on a même, je n'ai pas parlé des colliers renforcés pour certaines infections de la cornée,
On peut utiliser des antibiotiques renforcés, c'est-à-dire très concentrés, plus concentrés que ce que vous avez dans les flacons de collyre. Mais ça, c'est à reconstituer. C'est donc une réalisation extemporanée. Certains l'utilisent. Je sais qu'à l'école de Toulouse, ils utilisent ça très fréquemment. Mais bon, c'est un peu plus contraignant. Mais ça peut être réalisé. Pas de reçu de PDF. Vous le recevrez dans la journée. Vous pouvez voir aussi avec le laboratoire d'Etoquino. Oui, donc le mardocile, par exemple, peut être injecté tout à fait en sous-cutané, en sous-conjonctival. Alors, xylocaïne, pour l'anesthésie de surface, non, ça n'est pas employé. La xylocaïne peut être employée pour des anesthésies, par contre, péridurales, comme chez l'homme, donc ça c'est faisable, mais c'est en injection, mais pas en topique. L'indication du sérum autologue. C'est vrai que c'est à la mode en ce moment, donc c'est un sérum qui est prélevé sur l'animal et qui peut être utile. L'indication, ce sont les ulcères graves, les ulcères cornéens graves, stromaux, comme ceux que je vous ai montré tout à l'heure, qui vont en profondeur. Le sérum autologue n'a pas vraiment d'indication sur les ulcères épithéliaux, c'est-à-dire superficiels. Les ulcères classiques que vous voyez, donc ils ne sont pas stromaux en général, ils sont épithéliaux, sont traités avec des traitements topiques type gentamicine ou l'ophtalon, qui peut être employé, la télémyxine, associée à un cycloplégique, c'est-à-dire l'atropine en collyre, et éventuellement vous pouvez rajouter un cicatrisant type vitamine A pommade ou vitamine B12, le 12 collyre. Ça, c'est vraiment le cas classique. Et puis après, c'est vrai qu'on a d'autres traitements. Ça peut être le Clérapide, comme on a parlé, sur des ulcères plus profonds, le sérum autologue, c'est des ulcères là aussi compliqués, plus profonds, et éventuellement des traitements chirurgicaux. Voilà, s'il n'y a plus d'autres questions, je vais vous remercier. Merci d'avoir été présent à cette heure du repas, et en espérant que j'ai été le plus précis, ou en tout cas que j'ai pu vous apporter pas mal d'informations pour la pratique quotidienne pour l'antibiothérapie en ophtalmologie. Merci à vous. Les questions non répondues. J'ai tout passé en revue, normalement, mais si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, surtout n'hésitez pas à m'envoyer par mail. J'ai remonté tout le fil et je crois que j'en ai plus vu d'autres. N'hésitez pas à me contacter par mail. Je vous remercie et bonne journée à tous. Merci beaucoup. Merci.